Bonjour, aujourd'hui un nouveau format. Je vais répondre à des questions que vous m'avez posées et franchement, je suis fier de vous. Tu vas voir qu'elles sont loin d'être bêtes les questions. Bon, j'avoue, j'ai pris les plus intéressantes. J'allais pas prendre le mec qui m'a insulté en prétendant que je faisais de la manipulation mentale à essayer de vendre ma camelote thermique et que j'étais meilleur à faire le gogolito sur mes rollers. Ouais, j'invente pas, c'est du réel, c'est juste un extrait. Sachez que tous les commentaires sont publiés, j'ai jamais rien censuré, même celui-là, et que pour l'instant, j'arrive encore à répondre à tout le monde. Et on démarre tout de suite par la première question. Que penses-tu des panneaux Spring Dualson 425 pour un SSC? Waouh! Alors ça, c'est de la question qui intéresse tout le monde. Même ma mère, que vous savez qu'elle n'est pas commode. Elle m'en parle matin, midi et soir des panneaux Dualson. Et pour cause. Tout le monde le sait peut-être pas, mais ces panneaux Dualson sont des panneaux double technologie, thermique et photovoltaïque. C'est innovant, c'est français, donc cocorico. Je pense qu'un jour, il va falloir que je fasse une vidéo sur ces petits bijoux qui nous promettent monts et merveilles. Ben oui, t'imagines, tu poses un panneau et il fait à la fois l'eau chaude et l'électricité sur la même surface. Bon, tu vas voir leur site et là, tu vois tout de suite que tu n'as pas affaire à des blaireaux de base. Déjà, c'est pas un simple fabricant de panneaux, c'est un créateur français de solutions solaires. Bon, donc là déjà, on n'est pas dans la confection, on est dans la haute couture. Je poursuis, taratatatatatata, pour faciliter votre accès au solaire. C'est pas beau ça? Bon, je me dirige sur leur site vers le panneau dont parle le commentaire et là on me parle de l'hybride dernière génération qui produit de l'électricité en face avant et de l'eau chaude en face arrière pour doubler la production solaire. Et franchement, ça fait rêver. Bon, je ne vais pas rentrer dans un comparatif complet aujourd'hui, ce serait trop long, mais je vais quand même répondre à la question. Je pense que cet auditeur, que je remercie, pour la question, n'avait pas vu mes vidéos 15 et 16 sur le rendement des panneaux solaires où je parle du facteur optique et des coefficients A1 et A2 qui caractérisent les pertes thermiques d'un capteur solaire. Sur ce type de panneaux, les coefficients qu'on trouve sur leur dock montrent une performance nettement inférieure à ceux des capteurs thermiques normaux. Et pourquoi ils sont si mauvais ces indicateurs? Ben parce qu'on a affaire à des panneaux ouverts, c'est-à-dire sans effet de serre. Donc ce panneau, il ne peut pas chauffer beaucoup. D'ailleurs, il a une température de stagnation très basse, de l'ordre de 70 à 80 degrés, comme indiqué sur leur dock. Et Dualson ne le cache pas. Mais ils ne le crient pas non plus sur les toits. Ils annoncent des chiffres en sachant que de toute façon, personne ne les lit et encore moins ne les comprennent et ne les comparent. Mais heureusement, toi, qui as vu mes vidéos sur le rendement, tu sais parfaitement comparer les panneaux. Par contre, ils mettent bien en avant les avantages de cet inconvénient. Le photovoltaïque n'aime pas la chaleur. Le rendement d'un panneau photovoltaïque descend quand sa température augmente fortement, donc en plein été. C'est comme ça, il faut juste le savoir, et tout ça aussi c'est dans les docks. Donc comme le thermique fait circuler de l'eau dans le panneau l'été pour faire de l'eau chaude, ben, il refroidit le panneau, et donc c'est bon pour le photovoltaïque. Bon, à côté de ça, pour chauffer de l'eau, comme ça chauffe pas beaucoup, ben faut en mettre beaucoup plus. Et comme il n'y a pas d'effet de serre, et même pour certains, ils ne sont même pas isolés, c'est très sensible au froid. Donc l'hiver, c'est encore plus dur de chauffer de l'eau. Donc, réponse finale à la question, personnellement, je limiterais ces panneaux à un chauffe-eau solaire et certainement pas à une utilisation SSC. Et je rappelle qu'un SSC, c'est un système solaire qui combine chauffage de l'eau sanitaire et chauffage de la maison. Et pour ça, il vaut mieux un capteur qui soit performant l'hiver. Je vais être honnête, j'ai lu quelques docks Dualson et contrairement aux autres fabricants plus conventionnels, je n'ai pas vu qu'ils mettaient en avant le chauffage solaire. Ils ne parlent que de chauffe-eau solaire, on peut donc leur reconnaître une certaine honnêteté pour ce sujet. Si vous êtes beaucoup à le demander, prochainement, je pourrais rentrer un peu plus dans le comparatif, mais pour l'instant, passons à une deuxième question. Une excellente d'ailleurs. Bonjour, j'ai fait installer un ballon solaire avec deux serpentins, un qui sert au liquide caloporteur et l'autre qui couvre toute la hauteur du ballon et qui transporte l'eau chaude sanitaire. Les 400 litres dans le ballon sont sur le réseau de chauffage et j'ai beaucoup de mal à obtenir de l'eau chaude quand le soleil n'est pas là. Effectivement, il y a une résistance électrique pour faire la pointe, mais qui ne chauffe que la moitié haute du ballon, donc l'eau chaude sanitaire dans le long serpentin n'a pas le temps de chauffer quand on prend une douche un peu longue. Est-ce que vous pensez que si j'ajoute un deuxième ballon, éventuellement un chauffe-eau plat de 65 litres, ce serait une solution efficace? Son entrée eau froide viendrait de l'eau chaude du ballon solaire.
Bon ben ça c'est un grand classique du solaire. L'été, tout le ballon est chaud grâce au solaire qui chauffe par le serpentin du bas. Et l'hiver, ben on n'a que la partie haute du ballon qui est chauffée par l'appoint. Et souvent c'est un peu moins que la moitié. Sur un 300 litres, sur la doc des fabricants, ils indiquent en général 120 litres. Alors si l'appoint est une chaudière, ben, ça se passe bien parce que même si la partie haute est petite en volume, la chaudière étant très puissante, elle va réchauffer ce volume très vite. Par contre si c'est une résistance électrique, alors là c'est plus compliqué. Souvent les résistances, elles font dans les 1500 ou 2000 watts et là pour réchauffer, c'est long. D'ailleurs j'ai fait un short sur le sujet où j'explique en moins d'une minute comment calculer le temps de chauffe d'un ballon et je te la conseille vivement. Tu trouveras le lien dans la description. Et sinon, pour faire des économies d'énergie, des fois en solaire, on va réchauffer avec l'appoint que la nuit ou dans les périodes hors soleil. Donc la première chose, c'est de vérifier si l'appoint se met en route ou pas en journée. Si on chauffe que la nuit et que la réserve ne suffit pas, ben, il faudra juste chauffer un peu la journée. Peut-être pas toute la journée, mais au moins autour du besoin. Sinon, si c'est pas suffisant, alors la solution d'un ballon électrique en série, elle peut être bien pour l'hiver. Faudra le brancher en série juste après le ballon solaire. C'est-à-dire que l'eau peut être chaude du ballon solaire, rentrera dans l'eau froide du ballon électrique et sortira chaude. Bon après, il y a tout un tas d'améliorations qui sont possibles avec une vanne directionnelle. Par exemple, on peut éviter le deuxième ballon tant que la sortie du ballon solaire est chaude. Mais pour ça, vois ma vidéo numéro 11 sur la gestion de l'appoint. Allez hop, question suivante. Et là, ça concerne les panneaux à tube sous vide. Bonjour, je vois bien l'intérêt de choisir un modèle horizontal pour pouvoir orienter les ailettes à 30 degrés. Mais du coup, on augmente la surchauffe en été et ce n'est pas optimum pour l'hiver. Bon là, il parlait des panneaux à tubes sous vide horizontaux dont on orientait l'absorbeur face au soleil. Voir mes vidéos numéro 17, 18 et 19. Bonne remarque, mais la surchauffe, c'est pas une question d'orientation. C'est avant tout une question de dimensionnement. Il faut que l'installation soit en adéquation avec la consommation. Si la surface est bien calculée par rapport à notre consommation, on a plutôt intérêt à ce que les panneaux soient orientés face au soleil et si on a le choix, avec la bonne pente. Et pour ça, je te conseille par exemple ma vidéo numéro 14 où grâce au logiciel de dimensionnement Solo, tu trouveras les meilleurs critères d'exposition pour chez toi. Maintenant, si la surface est trop grande, alors effectivement, comme tu le dis, autant orienter les absorbeurs plutôt vers 60 degrés pour privilégier le soleil d'hiver et éviter ainsi la surchauffe. Allez, question suivante. Tes vidéos tombent à point et tes explications sont claires, même si le sujet est assez complexe. Ah bah lui il commence bien, tu vois, il a compris comment bien introduire son sujet. J'ai une question, on vient de m'installer un chauffe-eau solaire 420 litres, double utilisation, eau chaude sanitaire et chauffage, couplé à une chaudière à gaz à condensation de Dietrich avec ECS ballon de 45 litres intégré. Pour l'appoint, il y a une résistance intégrée au ballon qui fonctionne trop souvent. J'ai peur pour la facture d'électricité. Pensez-vous que la solution d'appoint par la chaudière est une solution meilleure que la résistance électrique? Ben voilà une question qui revient tout le temps. C'est quoi le plus cher, le gaz ou l'électricité? Bon, ben j'imagine que dans son cas, la résistance électrique fait l'appoint de l'eau chaude uniquement quand il n'y a pas assez de soleil. Et là, il a le choix entre éteindre sa chaudière et faire l'appoint à l'électrique ou couper la résistance électrique et laisser la chaudière. Alors aujourd'hui, l'électricité est en général bien plus chère que le gaz naturel. Suffit pour ça de vérifier le prix du kilowattheure sur les deux factures pour bien comparer. Quel est le prix de mon kilowattheure électrique et quel est le prix de mon kilowattheure de gaz? De toute façon, quand on veut comparer le prix des énergies, quelle que soit l'unité, le kilowattheure est la référence. Tu prends ta facture et tu cherches la ligne kilowattheure. En gros, pour l'électricité, on est entre 18 et 27 centimes le kilowattheure en fonction du fournisseur et des heures de consommation si tu as un tarif nuit par exemple. Et en gaz, on est aux alentours de 10 centimes le kilowattheure, donc 2 fois moins cher. Et donc ça répond à la question. Dans les cas classiques, le gaz est beaucoup moins cher que l'électricité. Attention, je dis bien dans les cas classiques. Je parle de kilowattheure consommé et pas de kilowattheure thermique, notamment pour les pompes à chaleur, où on peut avoir dans certains cas jusqu'à 4 kWh thermiques pour un seul kilowattheure consommé. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Allez, une petite info bonus pour ceux qui se chauffent au granulé de bois et qui voudraient comparer. Une tonne de granulé de bois, c'est égal à 5000 kWh. Allez hop, question suivante. Bonjour, merci pour vos vidéos très intéressantes.
Et j'ai une question, j'ai posé 6 panneaux solaires pour production d'eau sanitaire et chauffage et je ne sais pas si je peux faire mes soudures du circuit glycol cuivre avec de l'étain fusion 225 degrés. Merci pour votre retour. Cordialement, Christophe. Mon cher Christophe, je n'ai pas de réponse catégorique à cette question, mais moi, je ne le ferai pas. Au-delà des températures importantes dans les circuits solaires, l'installation est soumise à des contraintes mécaniques très importantes à cause de la dilatation des matériaux. Et ça à cause des très grands écarts de température entre l'été et l'hiver. Je pense que l'étain a une tenue aux efforts mécaniques nettement inférieure à la brasure forte avec des baguettes de soudure en cuivre. Et franchement, refaire des brasures fortes après avoir mis de l'étain, si ça se dessoude, ça sera juste un enfer. Pour ceux qui ont essayé, ils me comprennent. Donc non, pas de soudure à l'étain, et c'est juste mon avis personnel basé sur l'expérience. Et sinon, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur le rendement des panneaux thermiques, ils savent que les panneaux plans ont des températures de stagnation qui peuvent dépasser 200 degrés. Et que pour les panneaux à tube sous vide, on peut même dépasser 300 degrés. Donc attention. Allez, encore une. Bonjour, un grand merci pour ton partage et tes vidéos. Petite question, si on a besoin de dimensionner un ballon solaire uniquement pour les besoins du chauffage, exemple, plancher chauffant et quelques radiateurs, comment fait-on les calculs? Ah, celle-là, le nombre de fois qu'on me la pose. Bon, en général, c'est le fabricant du système solaire ou un bureau d'études qui vont dimensionner le système parce que là, c'est beaucoup plus compliqué que pour un chauffe-eau solaire. C'est pas juste une consommation d'eau quotidienne à chauffer, mais c'est une maison avec une certaine déperdition et des conditions climatiques qui font évoluer le besoin tout le temps. Il faut modéliser le système global dans un logiciel en fonction de la maison, des habitudes de vie et de confort, mais aussi en fonction de tout le matériel utilisé. C'est pour ça que chaque fabricant a son propre logiciel avec ses propres produits déjà modélisés dedans. Je connais malheureusement pas de logiciel gratuit capable de faire ça, mais je peux quand même te mettre en description un lien vers une page internet qui pourra un peu t'aider. Ça s'appelle CASSSC, logiciel de calcul simplifié de systèmes solaires combinés. Tu peux toujours essayer de t'amuser avec. Sinon, adresse-toi à ton fournisseur de ballons et de panneaux. Il doit certainement avoir la possibilité de le faire pour toi. Et en général, il le fera s'il veut te vendre des produits. Et voilà le travail. Si vous avez apprécié ce format, dites-le dans les commentaires et profitez-en pour vous abonner et partager et me faire des compliments. Parce que je suis comme tout le monde, j'aime bien. Pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive encore à lire et à répondre à tous les commentaires. Mais c'est pas dit que j'y arriverai encore quand j'aurai quelques millions d'abonnés. Ouais, ben rigole pas, ces choses-là, ça arrive bien plus vite qu'on le croit. Il y a 2 ans, j'étais à moins de 300 abonnés. Il y a 1 an, j'étais à 600 abonnés et aujourd'hui, je suis à 2200. Une vraie courbe exponentielle et que rien ne semble pouvoir arrêter. Dans le milieu, on parle d'un véritable rouleau compresseur. Et je fais rien là. Je suis même pas sur les réseaux sociaux. Ni WhatsApp, ni Insta, ni TikTok, ni Snap, ni Facebook. Rien, je te dis. D'ailleurs, j'arrête pas de me faire engueuler par tous mes potes. Alors je leur dis, tu veux me joindre? T'as le choix. Tu m'appelles au téléphone. Tu envoies un SMS, un mail, et basta. Hors des questions que je me mette sur ces machines à abrutir. Je sais que si j'ouvre un compte, je vais devenir accro, alors j'y vais pas. Les addictions, et on en a tous, c'est simple. Il suffit de pas démarrer. Allez, sur ce, merci pour votre soutien et votre fidélité. Et salut à toi.